Nous avons obtenu le système de prise en charge des victimes le plus complet au monde. D'abord un fonds de solidarité, le fonds de garantie des victimes, alimenté par une contribution de solidarité nationale qui indemnise toutes les victimes en France, quelle que soit leur nationalité, et tous les Français à l'étranger. Le deuxième combat, ce fut le statut de victime civile de guerre. Nous souhaitions, dans les années 80, faire reconnaître le terrorisme comme une nouvelle forme de guerre. Vous pouvez imaginer les blocages auxquels nous nous sommes heurtés. En tous les cas, en 1990, nous obtenons cette loi. Donc la France reconnaît dès cette époque-là que le terrorisme, c'est la guerre en temps de paix contre des populations civiles. Cette loi permet également aux enfants d'obtenir le statut de pupille de la nation, c'est-à-dire la protection que leur offre la nation. Et ainsi, les sommes versées par le fonds de garantie sont complétées par des aides sociales du ministère des Armées. Ensuite, nous avons obtenu une troisième loi qui permet aux associations de se porter partie civile en cas de procès. Et nous avons fait en sorte, dès les années 90, d'être présents dans les procès, puisqu'avant, les victimes avaient peur ou les procès n'existaient pas. Nous sommes donc battus pour la vérité et la justice, même si parfois nous nous heurtions à des considérations de politique diplomatique et économique face à l'Iran et d'autres pays. Ensuite, nous avons pensé qu'il fallait œuvrer pour la mémoire. Et nous avons fait construire le premier mémorial dédié à toutes les victimes du terrorisme et qui est une statue fontaine qui a été érigée aux Invalides dans un jardin qui s'appelle Parole portée à la mémoire des victimes du terrorisme. C'est la parole de la victime portée au-delà de la mort. C'est un message à la fois de solidarité, de reconstruction, de résilience. Et enfin, nous avons obtenu, j'ai obtenu, puisque SOS Attentat malheureusement a disparu parce que le gouvernement en 2008 nous a dit que le terrorisme s'était terminé et qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une association de victimes du terrorisme. Donc j'ai continué mon combat en étant toujours présente au fonds de garantie et le président Hollande m'a commandé un rapport sur la résilience et j'ai préconisé la création d'un centre de ressources et de résilience. Un mémorial sera construit près du Mont Valérien avec toujours ce lien avec victimes de guerre. Et le musée mémorial sera donc construit à Suresnes, à côté du Mont Valérien. Je me suis heurtée pendant 30 ans à un déni total des politiques face au terrorisme, à l'angélisme et au déni. Et dès les années 86, quand je voulais faire créer un fonds de solidarité, on m'a dit non, c'est pas la peine, on en a fini avec le terrorisme, l'État indemnisera ponctuellement les quelques victimes. J'ai dit non, ça ne fait que commencer, puisque les politiques n'étaient pas conscients de ce qui allait arriver, et je prédisais que nous allions connaître des attentats de masse et que ce n'était plus une association de victimes de prendre en charge les victimes du passé, du présent et du futur, et que l'État devait s'investir face à ce qui se préparait. Aujourd'hui, vous suivez attentivement le procès des attentats du 13 novembre. Qui s'est ouvert il y a 3 jours. Que pouvez-vous dire des
du début de ce procès? Écoutez, là encore, la France est exemplaire. Ce que la justice a construit, préparé pour organiser de la meilleure façon possible la présence des victimes, c'est également unique au monde. Cette place qu'occupe la victime dans la procédure pénale, avec les parties civiles qui ont un rôle, qui sont là, même si le procès est celui des auteurs, il ne faut pas confondre, mais les victimes ont une place prépondérante également. Et ça, c'est unique au monde. Elles peuvent s'exprimer ailleurs, elles ont le droit d'aller devant la justice, mais pour réclamer des indemnisations. Comme nous avons un fonds de solidarité déconnecté du pénal, lorsque une victime se présente à la cour, c'est pour la justice et la vérité. Et je crois que les victimes se sont rendues compte dès le 3e jour que d'abord le président ne se laisserait pas démonté par les paroles d'un terroriste, ce que moi j'ai connu également à travers les insultes de Fouad Ali Saleh, qui faisait partie du réseau qui avait commis les attentats en 86 à Paris, entre autres rue de Rennes. Les insultes que j'ai subies dans tous les procès Carlos. Là, on a un président qui a l'air de vouloir tenir ses audiences. Il faut qu'il dure et qu'il garde cette énergie pendant quand même 8 mois, 9 mois. Donc, il aura fort à faire. Et je crois que les victimes, bien qu'elles aient été blessées par les premières paroles de Saddam, les premières paroles de Salah Abdeslam, les victimes, je crois, sont quand même satisfaites de ces premières journées et tout le mois d'octobre va leur être consacré et elles vont pouvoir témoigner, je pense, très dignement et j'irai les écouter bien évidemment. Beaucoup de victimes ont été choquées par non pas du tout par le déroulement du procès effectivement, mais par le traitement médiatique qui a été accordé à Salah Abdeslam, qui a été un petit peu mise en vedette, et sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu un hashtag Salah Abdeslam, et les victimes, notamment Catherine Bertrand, ont mobilisé sur les réseaux, sur Twitter, pour lancer le hashtag soutien victime du 13 novembre. Alors une dernière question concerne la justice internationale, parce que le problème du terrorisme est international, le terrorisme islamiste frappe partout dans le monde. Est-elle armée face au terrorisme alors que le terrorisme est exclu du champ de compétences de la Cour pénale internationale? On en est toujours là. On en est toujours là, vous avez raison. Le 5 février 2002, j'avais organisé à l'Assemblée nationale un colloque sur terrorisme, victimes et justice pénale internationale. Et près de 600 personnes sont venues participer à ce colloque où on a eu des chercheurs, des juristes, des sociologues du monde entier qui sont venus et qui ont réfléchi sur effectivement l'introduction dans la compétence de la Cour pénale internationale du terrorisme comme une infraction particulière. Et à la suite de ce colloque, avec l'aide de la Commission européenne, j'ai publié un livre qui a repris toutes les interventions de ce colloque, donc qui s'appelle Justice, victime et responsabilité pénale internationale. Et je suis allée présenter ce livre et ses idées à la tribune de l'ONU. Et là, je me suis rendu compte que nous allions nous heurter à une difficulté insurmontable à cause du problème israélo-palestinien.
Lorsqu'on invoque par exemple le conflit israélo-palestinien, je crois qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, parce que la question, c'est d'en revenir aux principes universels et d'avoir des critères objectifs. Ce sont les critères objectifs pour nous, c'est-à-dire que des attentats qui visent des civils, quels qu'ils soient, pour quelque cause que ce soit, ce sont selon nous, des crimes contre l'humanité et qui doivent être condamnés comme tels, de façon inconditionnelle. Et c'est là qu'on a ce combat que nous menons. Badinter lui-même avait dit qu'on était face à un crime contre l'humanité. On est le 11 septembre. Ce matin, j'étais à l'ambassade des États-Unis pour représenter les victimes et exprimer notre solidarité vis-à-vis des victimes américaines, mais de 76 nationalités qui étaient dans ces tours que nous avons tous vus s'écrouler. Et que, en dehors de ce geste, je dirais, symbolique d'union entre les États-Unis et la France, je pense que par la culture est un des moyens aussi de lutter contre le terrorisme et d'accepter que qu'il y ait des valeurs certes universelles, mais pas forcément identiques d'un pays à un autre. Il faut que l'Occident arrête de vouloir importer systématiquement toutes ces valeurs. Il faut savoir respecter les cultures des autres pays et la culture est un des vecteurs de paix, de solidarité. Donc c'est pour ça que je suis venue ici cet après-midi.